Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une crypto-monnaie pour l'analyser, la présenter et surtout faire des prévisions de cours. Alors Cardano sera-t-il un leader ou un loser en 2022? Est-ce que c'est un bon choix d'investissement durable ou un choix de trading? Alors je suis Marc Gentilhomme, pour celles et ceux qui me connaissent. Je travaille dans l'univers financier comme consultant depuis une trentaine d'années. J'ai été conseiller financier pendant 15 ans. Je suis les crypto-monnaies depuis 4 ans maintenant, assidûment et quotidiennement, avec des partenaires à la fois techniciens et financiers. Je ne suis pas dans une logique de trading et de court terme. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de Cardano, mais surtout, bien sûr, des chiffres que l'on peut atteindre en termes de cours et si c'est un bon investissement ou pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner car je fais aussi des prévisions très régulières sur le Bitcoin. Et bien sûr, je fais les réserves d'usage que tout ce qui est information et analyse n'est pas un conseil d'investissement et que vous êtes seul responsable de vos décisions. Parlons de Cardano. Ce que je vous propose, c'est de suivre un fil directeur comme suit, une présentation, de quoi parle cette crypto, à quoi elle sert, ses caractéristiques quand même, parce qu'il y a des choses à dire très précises qui peuvent handicaper ou non, ou donner de la valeur à cette crypto. Et puis les atouts concurrentiels, alors je vais le faire par rapport à Ethereum, qui est un peu un de ses grands concurrents, voire son grand concurrent. Et ensuite, comme je le disais, des prévisions de cours. Et celles et ceux qui sont pressés et veulent avoir ces prévisions de cours, je vous donne rendez-vous au 4e chapitre. Présentation, en un mot, Cardano, c'est une crypto-monnaie qui a été fondée par Charles Hoskinson, un ancien associé d'Ethereum, qui l'a fondée en 2015 et Cardano a été lancé en 2017. Quelques caractéristiques de présentation. D'abord, Cardano s'appuie sur 3 sociétés, une fondation et 2 sociétés Emurgo et Input-Output, qui sont les 2 sociétés opérationnelles qui font fonctionner la crypto-monnaie. C'est une blockchain de 3e génération, comme aime à le dire Cardano, parce qu'il utilise la Proof of Stake. Et la Proof of Stake, nous allons revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Il y a 45 milliards de titres inexorablement et définitivement qui seront en circulation. Donc c'est un maximum fixe et ça peut donner de la valeur à Cardano. Alors rapidement quelques caractéristiques. Cardano se plaît à bien se présenter comme une crypto de 3e génération avec des capacités de transaction élevées, des délais de transaction très très courts et des frais faibles. Alors ça, c'est ce qui est permis par le fameux Proof of Stake, dont je reparlerai, et ça permet à Cardano de s'afficher comme crypto-monnaie décentralisée, écologique, efficace, consommant peu d'énergie. Sauf que jusqu'à maintenant, Cardano n'assurait pas que ses concurrents, et notamment Ether, ont créé et mis en œuvre les smart contracts. C'est chose faite maintenant depuis le 12 septembre dernier avec l'application Alonzo. Alors un smart contract en français, c'est un contrat intelligent, c'est-à-dire un programme qui est stocké dans la blockchain et qui s'exécute de lui-même une fois qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Alors dans ces conditions et l'exécution du contrat, il y a par exemple le paiement sous condition à quelqu'un d'une certaine somme. Donc comme les blockchains sont aussi des outils de transaction financière, ça permet d'automatiser tout un certain nombre de processus. Alors la Proof of Work, la Proof of Stake, peut-être que si vous commencez à plonger dans l'univers crypto-monnaie, vous prenez la tête. La Proof of Work, c'est originellement le système qui fait tourner Bitcoin, c'est-à-dire que les participants à la validation des transactions, que l'on appelle les mineurs, doivent prouver leur puissance de calcul. Alors Cardano, c'est l'inverse, c'est la Proof of Stake, c'est-à-dire que les mineurs de Cardano qui sont désignés par Cardano de façon aléatoire sont ceux qui, en tout cas, sont déjà détenteurs de Cardano
avec ce qu'on appelle le staking, c'est-à-dire en fait une forme de stockage, de détention longue, qui prouve qu'ils ont effectivement une vraie volonté de participer au développement de la crypto. Alors entre les deux, on a Ethereum, qui est parti au départ sur une proof of work, et qui dans sa version 2.0 va évoluer vers la version proof of stake. On va justement reparler de tout ça en comparant Cardano à Ethereum, puisque l'idée c'est aussi de voir quel est le potentiel de l'un de l'autre et quels sont vos meilleurs choix d'investissement. Alors, je me suis permis de faire une petite comparaison selon les sujets entre le lièvre et la tortue, parce que le lièvre est plus agile et plus rapide, mais parfois il n'arrive pas forcément à point. Je vous ai mis un premier tableau dans lequel je pars des points forts de Cardano. Le nombre de titres émis, 45 milliards pour Cardano, 100 millions pour Ethereum, mais pour le moment, ça n'est pas une limite. Donc c'est un inconvénient parce que ça rejoint le risque que l'on a avec les monnaies classiques, puisqu'on en imprime un petit peu comme on veut. Le stockage rémunéré des titres lorsqu'on en détient une certaine quantité, ça s'appelle le staking. Ben, en fait, chez Cardano, le gros avantage du staking, c'est que vous pouvez mettre vos Cardano au frigo, et tant qu'ils sont dans ce frigo de staking, ils vous rapportent en général en ce moment 4,5% par an, mais vous pouvez les enlever. Alors que Ethereum, il y a quand même des contraintes de durée, comme dans beaucoup d'autres cryptos. La méthode de validation des transactions, la proof of stake, on vient d'en parler, elle est beaucoup plus économe en matière d'énergie, parce que la proof of work, s'il faut faire un certain nombre de calculs, il faut utiliser d'énormes installations avec des cartes graphiques qui sont consommatrices d'énergie. Alors donc Ethereum est en transition vers la proof of stake, mais la question se pose du délai. On nous parle de 2022, mais c'est encore une incertitude, ça se fait étape par étape. Rapidité, coût de transaction, là il n'y a pas photo. Cardano pour le moment est bien plus efficace, bien plus rapide et bien moins cher qu'Ethereum. Mais Ethereum, évidemment, se propose d'évoluer. L'architecture technique, alors là, je n'y connais rien, me demandez aucune explication particulière, c'est pas mon métier. Mais donc, Ethereum en tient une couche, mais Cardano en tient deux. Donc, il paraît que c'est beaucoup mieux d'en avoir deux qu'une, dans des tas de domaines. Je continue mes points forts et mes points faibles. Eh bien, dans les points faibles de Cardano, c'est de ne pas avoir ou de ne pas avoir eu les smart contracts dont Ethereum a été le concepteur et le fondateur. Pour le moment, il y a très très peu d'applications qui tournent sur Cardano, elles vont peut-être arriver, mais enfin, évidemment, Ethereum, pour le moment, concentre 80% du marché. Donc, la lutte entre le pot de fer et le pot de terre est assez manifeste. Après, un autre critère, c'est la capacité à faire des développements et à les intégrer. Alors là, on lit des choses assez contradictoires. En tout cas, on pense en général chez les spécialistes que Cardano a un processus de développement et d'innovation, certes très sécurisé, très fiabilisé, mais très long. Alors que Ethereum est quand même plus créatif, même si cela peut générer certains désordres, semble-t-il. Au niveau de la communauté, de la notoriété, ce qui compte énormément quand on veut voir le cours d'une crypto-monnaie évoluer vers le haut, eh bien Cardano est extrêmement actif, mais dominé, si je puis dire, par la personnalité de son fondateur, Charles Hoskinson, qui parle un jour sur deux, si ce n'est 2 jours sur 2 sur YouTube, pour vanter les mérites de sa crypto, alors que Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, est à la fois plus discret et plus reconnu encore techniquement que Charles Hoskinson. Alors, les questions clés à se poser sur le fond avant de passer aux analyses de cours, Ethereum est en pleine mutation vers 2.0. Cardano va-t-il vraiment attirer des sociétés qui ont besoin de smart contracts? Va-t-il être vraiment un des acteurs majeurs de la finance décentralisée? Et pourra-t-il réaliser des évolutions rapides? Voilà, pour le moment, le jeu est très ouvert. Pour le moment, il est peut-être raisonnable d'investir dans les deux sociétés, mais il est peut-être aussi intéressant de regarder les prévisions de cours. Je vous mets juste ces dessins pour vous indiquer que j'utilise une méthode graphique
qui porte sur les cours à long terme. Or, c'est ce qui intéresse justement l'investisseur, vous comme moi. Et donc, cette méthode s'appelle les vagues d'Elliott. J'en dis plus sur mon blog. Et dans cette méthode, on a effectivement une analyse des courbes. On dit que les hausses se font en 5 vagues, symbolisées par ces petits dessins en haut, et que les baisses se font plutôt en 3 vagues. On va voir tout ça en pratique, et on va aussi utiliser des calculs de cours qui reposent sur des techniques que connaissent bien les traders professionnels qui s'appellent l'utilisation des nombres de Fibonacci. Fibonacci, c'est un mathématicien du XIIIe siècle qui a repéré que les proportions des vagues dont je parle et les proportions de beaucoup de choses dans l'univers reposaient sur des nombres toujours stables, complètement répétitifs, et ce sont les fameux nombres de Fibonacci. Voilà les cours de Cardano depuis 2018. On voit qu'ils ont fait un premier BIMP fin 2017 comme beaucoup de cryptos, et ça, pour les vagues d'Elliott, c'est ce qu'on appelle une vague 1. Ensuite, il y a eu une énorme traversée du désert, une chute considérable, et de mai-septembre 2018 jusqu'à septembre 2021, on a fait ce qu'on appelle une vague 2, qui est une vague donc négative, correctrice. Et puis là, visuellement, parce que c'est une méthode aussi très visuelle, on fait une vague 3, on est en train de monter pas mal, puisqu'on a ressuscité de 5 à 10 centimes dans les plus bas de la vague 2, jusqu'à 3 $ récemment. Alors effectivement, quand on a des bons outils d'analyse et des bons partenaires, on réussit, comme moi, assez souvent à se placer avant qu'il y ait une vague 3, à partir du moment où on voit un frémissement et qu'on a des confirmations justement graphiques. Alors évidemment, c'est très intéressant d'avoir des informations privilégiées et des analyses graphiques, parce qu'on aurait pu aussi investir dans la vague 2 pendant 2 ans et demi en pure perte. Il faut avoir une information sur le signal de démarrage, et puis 2 ans et demi, c'est très long, et des fois, vous allez avoir en portefeuille des cryptos de très très grande qualité, mais elles démarreront peut-être la 3e année de votre investissement. Et en tout cas, c'est très intéressant d'avoir la patience d'attendre la vague 3, parce que la vague 3, on voit, est en principe beaucoup plus ample que la 1, et par définition, on fait des gains assez extraordinaires. Très très peu de placements classiques permettent de telles performances. Alors je vais évidemment ensuite décomposer un petit peu la vague 3, parce que toute vague se décompose en sous-vagues avec les mêmes logiques. Alors on a ici une première vague 1 de hausse, toute vague appelle une correction en vague 2, et revoilà une vague 2. Ensuite on a une forte hausse, une vague 3 typique, et puis une correction très profonde en vague 4. À l'heure actuelle, on serait en train de faire donc la 5e sous-vague de cette vague 3, et je vais la détailler pour voir où nous en sommes. Je reprends mes cours, je reprends mes vagues, donc j'avais parlé dans la vague 3 où nous sommes, j'avais parlé de la sous-vague 1, de la sous-vague 2, de la sous-vague 3 et de la sous-vague 4. Maintenant, la 5e, nous en sommes là, nous sommes sans doute en train de faire une vague corrective de la première qui était là, cette fameuse première qui nous a amené à 3 $, et cette vague corrective, on est en train de la terminer ou pas aux alentours de 2 $, peut-être qu'elle ira jusqu'à 1,80 ou 1,70. Après, on va donc avoir une nouvelle hausse dans la 5, la fameuse 3e vague qui devrait nous monter de 4 à 8 $, c'est-à-dire un score déjà très appréciable. Et puis une petite correction, puisqu'il y a toujours une vague 4 quelque part. Une fois qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, on a compris qu'il y a une 4e. Et la 4e, elle ne va pas forcément être très forte. Et puis ensuite, on va finir toute cette vague que vous avez à l'écran par une 5e, qui va peut-être grosso modo nous amener vers 12 $. Et là, ce serait vraiment un objectif très très intéressant. Autrement dit, il y en a 2. Celui à 8 $ de la 3e vague et celui peut-être vers 10, 12, 15 $ de la 5e vague. Mais ensuite, on aurait évidemment une correction normale de toute cette hausse et on redescendrait quand même pas mal dans une grande vague 4 que je mets plutôt en rouge pour ne pas la confondre avec les sous-vagues précédentes. Et là, on reviendra à 7 ou 6,5 $. Autrement dit, il faudrait vraiment gérer Cardano en ayant en tête de prendre des bénéfices
à 8 $, d'en reprendre à 12 $ et peut-être d'attendre une vraie baisse pour se repositionner. Voilà, donc effectivement beaucoup d'incertitudes. Est-ce que Cardano va attirer des smart contracts? Est-ce que Ethereum va réussir son passage à Ethereum 2.0? Mais en tout cas, Cardano a un très grand potentiel certainement à long terme, mais pour le moment, on est encore dans des vagues et des hausses assez mesurées. Alors, assez mesuré, je me comprends, parce que quand vous investissez par exemple 2 $ aujourd'hui pour en avoir 8 ou 12 dans quelques mois, ce sont des performances explosives, mais des performances à l'échelle des bonnes crypto-monnaies. C'est tout l'intérêt justement de les suivre et de les analyser. Et pour aller plus loin, je vous rappelle que j'édite une lettre d'analyse justement sur une trentaine de crypto-monnaies et j'en suis une quarantaine au total. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils d'investissement au sens où c'est vous qui prenez toujours vos propres décisions par rapport à ces éléments d'information. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir, à me retrouver sur mon blog et sur mon mail et à liker cette vidéo et vous abonner pour ne pas louper les suivantes. Merci beaucoup et à très bientôt avec bientôt une analyse du Bitcoin qui est le marché leader des crypto-monnaies. Au revoir.